Donc, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Mon nom, c'est Isabelle Renaud. Moi, je suis responsable de la formation à l'AFPC Québec. Ce soir, on va avoir un sujet intéressant. Vous savez, on a le 7 novembre prochain, on est appelé pour aller voter au municipal. Puis ce que je me rends compte, en fait, c'est que dans le mouvement syndical, souvent, on va beaucoup mettre l'accent sur les élections provinciales, on va mettre l'accent sur les élections fédérales. Mais quand vient le temps de réfléchir au municipal, des fois, on est un petit peu moins là. Ce qui est dommage, en fait, parce que c'est un gouvernement qui est proche de nous, qui est quand même très porteur de transformations sociales importantes. Alors, on va avoir la chance de discuter de tout ça avec notre invité, Jonathan Durand-Folco. Jonathan, qui est professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa et qui a écrit le livre « À nous la ville, traité de municipalisme ». C'est bien ça? Donc, merci beaucoup d'être avec nous, Jonathan. On est très content de t'accueillir aujourd'hui. Et aussi, de notre côté, on a pris des bonnes habitudes en lien avec Vérité Réconciliation. Donc, je vais vous mentionner que moi, je me trouve à Terrebonne, qui est sur les territoires non cédés de la nation Abénaquis. Et c'était vraiment un lieu qui était privilégié pour les échanges, pour les rassemblements, un peu qu'est-ce qu'on va faire ce soir dans le cadre de notre activité. Également, on se trouve dans une activité de la FPC Québec, donc toute forme de harcèlement n'est pas tolérée dans nos activités, comme quand on fait des événements en classe ensemble. Donc, sur ce, je tiens à mentionner, avant de céder la parole à notre invité, que le webinaire de ce soir va être enregistré, va être mis sur notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de monde qui voulait être là ce soir et qui ne pouvait pas, donc tout le monde pourra l'écouter en différé. Donc, on vous demande, on vous suggère d'en faire la promotion dans vos sections locales sur vos différentes plateformes. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté pour ces petites précisions-là. Puis, sans plus tarder, je vais passer la parole à Jonathan qui va pouvoir nous entretenir sur ce sujet-là. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Isabelle. Merci de m'avoir invité dans le cadre de cette formation auprès du mouvement syndical, auprès de l'Alliance de la fonction publique du Canada, section Québec, pour réfléchir aux enjeux municipaux. Moi, de mon côté, donc je me présente encore, Jonathan Durand-Folco. Je suis chercheur, professeur à l'Université de Saint-Paul, qui est située à Ottawa. Donc, je suis actuellement sur une terre autochtone Anishinaabe, donc territoire non cédé de mon côté, mais j'habite aussi partiellement à Montréal. Donc, je suis un double citoyen à la fois d'Ottawa et de Montréal. Et dans le cadre de cette présentation aujourd'hui, je vais principalement me concentrer sur les enjeux qui touchent la politique municipale de façon très large, mais avec vraiment une forme d'ancrage un peu plus avec ce qui se fait ailleurs, mais aussi ce qu'on peut faire ici au Québec. Donc, j'ai une présentation visuelle à vous présenter aujourd'hui. J'ai mis beaucoup d'amour et de temps avec des diapositives que j'ai trouvées en ligne. Donc, le titre d'aujourd'hui de la conférence, « À nous la ville, la municipalité comme vecteur de changement social ». Donc, c'est le titre de ma présentation, « À nous la ville », étant le titre, en fait, du livre que j'ai écrit en 2016, qui a été publié en 2017, et qui traite en fait de la question du mouvement municipaliste. Donc, je vais essayer de décrire qu'est-ce que j'entends par ce mouvement, par ce concept dans le cadre de cette présentation, vous dire quelles sont ces différentes formes qu'on peut trouver à travers le monde et de donner aussi des pistes d'action concrètes en fait que les citoyens, les citoyennes, les travailleurs, les travailleuses pourraient peut-être essayer de mettre en place pour dynamiser le changement, la justice sociale, la démocratie, en partant du terrain municipal qui est en quelque sorte un gouvernement de proximité, mais beaucoup plus que ça, c'est un espace que vous et moi pouvons investir pour faire une différence. Donc, je ne vais pas présenter l'ensemble de mon livre, ça serait un peu long, peut-être un peu ennuyant. Je vous invite, si vous voulez, aller le lire, vous procurer dans une bibliothèque ou à la librairie. Mais aujourd'hui, je vais vous mettre à jour, en fait, sur des nouvelles choses que j'ai observées depuis la publication de ce livre, mais qui est dans le même sillage de ce mouvement qui prend forme, et même actuellement au Québec. Donc, aujourd'hui, le plan de ma présentation, donc, premièrement, je vais vous introduire à la question du municipalisme, qui est un mouvement social politique, à ses principaux concepts d'autogouvernement local, transition sociale et écologique.
Je vais essayer de montrer quelles sont ces différentes formes qu'on peut voir à travers le monde pour ensuite se concentrer en fait sur différentes alternatives qu'on peut mettre en place au niveau municipal de façon concrète pour faire une différence, au niveau de la ville ou des villages aussi, en termes de démocratie participative, de gestion des biens communs, en termes de résilience et en termes de remunicipalisation. Donc, je vais essayer de définir ce concept un peu plus tard aussi. Et ensuite, pour vous montrer comment ça peut s'inscrire dans une stratégie générale de démocratisation de l'économie. Donc, de démocratisation de l'économie, c'est un terme large, je vais essayer de définir ce que j'entends par là, mais en fait, c'est un certain dépassement du système capitaliste, mais qui ne se ferait pas par le haut, par une bureaucratie centralisée, mais vraiment par une certaine relocalisation de l'économie, par une démocratie à la base dans les lieux de travail, mais qui pourrait être faite en collaboration avec les pouvoirs publics à l'échelle locale, régionale, nationale et autres. Donc, je vais essayer de montrer comment ça peut prendre forme pour ensuite vous montrer peut-être des défis spécifiques et des nouveaux mouvements, en fait, qu'on peut voir émerger, et peut-être au Québec aussi, avec une initiative qui court depuis la dernière année. Donc, c'est un grand programme. Je vais essayer d'être bref quand même, de ne pas être trop ennuyant, puis de vous présenter les grandes lignes de cette présentation. Donc, je ne sais pas si ça vous convient comme programme pour aujourd'hui. Parfait. Donc, le municipalisme, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'on entend par ce mouvement? Donc, dans un premier temps, je dirais qu'il s'agit d'un mouvement politique qui vise une transformation démocratique de la vie sociale, économique et politique qui se fait à travers la réappropriation collective des institutions locales et municipales. Donc ça, j'essaie de tout résumer dans une seule phrase. C'est peut-être un peu lourde et alambiquée. Donc, je vais essayer de la décomposer un peu. Mouvement, donc c'est un mouvement politique, c'est pas juste un projet utopique, c'est vraiment un mouvement social et citoyen qui prend forme à différents endroits à travers le monde à l'heure actuelle. Le but de ce mouvement, c'est d'opérer un projet de société. Et ce projet de société se base par la transformation des structures de la société. Puis ça, c'est pas juste au niveau du conseil municipal. Donc, c'est pas juste un mouvement qui dit on va gérer autrement la ville, on va avoir une bonne administration publique progressiste. Il y a ça qui en fait partie, mais ça va beaucoup plus loin. C'est quand même un but de propulser le changement de la société à différents niveaux, mais en commençant par la base, en commençant par le pouvoir des villes et des municipalités. Et même au-delà de la municipalité, c'est d'aller voir dans les petites institutions, dans les ruelles vertes, dans les assemblées de quartier, les assemblées populaires, dans les lieux de travail, assemblées de quartier, pourraient se trouver en fait les germes d'une démocratie plus active, participative, qui permettent la réappropriation du pouvoir d'agir sur nos vies. Donc, c'est vraiment un mouvement qui s'inspire de ça, puis qui essaie de reconstruire une nouvelle société de la base vers le haut. Donc, ça, c'est les grandes lignes de la définition de ce mouvement. Ça a l'air un peu large et vague ici, mais je vais essayer de lui donner des couleurs particulières. Les grands principes de ce mouvement. Donc, c'est un mouvement qui s'inspire de principes éthiques et politiques. Le premier, je pense, le plus important qu'on peut trouver, c'est vraiment l'appel à la démocratie. La démocratie, c'est un thème large. Quand on parle de démocratie, on peut penser au vote, aux différentes élections, une fois tous les 4 ans à différents niveaux de pouvoir. Mais pour ce mouvement, en fait, la démocratie, c'est un processus constant qui est inachevé, qu'on doit penser comment démocratiser la démocratie, comment on peut favoriser la participation citoyenne directe aux différentes décisions qui nous concernent. En tant qu'homme, femme, citoyen, employé sur un lieu de travail ou autre, la démocratisation, c'est un processus. Puis le municipalisme dit comment on peut aller plus loin pour aller au-delà du système représentatif. Donc, ce n'est pas un système, en fait, ce n'est pas un mouvement qui va rejeter complètement la démocratie représentative. On va comme essayer de prendre le pouvoir quand même, mais le but, ce n'est pas juste de prendre le pouvoir pour gouverner à la place du peuple. Ça va être de prendre le pouvoir pour opérer des changements, pour favoriser une forme d'autogouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Donc, c'est un peu cet esprit-là qui habite le mouvement municipaliste. Pour qu'il y ait de la démocratisation, il faut qu'il y ait en même temps un processus de décentralisation du pouvoir. Comme vous le savez sans doute, les municipalités sont des créatures des provinces. Ils ont des compétences, des responsabilités que je vais décrire un peu plus loin, mais ils ont tout de même des pouvoirs limités. Ce qui fait en sorte que même si on veut avoir de la démocratie directe, participative, locale, mais si on n'a aucune ressource financière, aucune compétence, aucune responsabilité, on gouverne sur rien. Donc, il faut qu'il y ait quand même une décentralisation des pouvoirs pour permettre peut-être aux municipalités, comme dans différentes villes en Europe, un peu aux États-Unis ou dans d'autres pays du côté de l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, d'avoir peut-être plus de pouvoir, de compétences au niveau municipal. Donc ça, c'est un mouvement qui aspire à une forme d'autonomie locale municipale beaucoup plus forte que ce qui existe à l'heure actuelle.
En contrepartie, l'autre grand principe qu'on trouve dans ce mouvement, qui est un peu, on pourrait dire, le contraire ou un peu pour ne pas se réenfermer dans une échelle de proximité, pour ne pas tomber dans un esprit de clocher, se refermer sur soi-même. Ce n'est pas un mouvement qui dit qu'il faut tout délocaliser de A à Z. C'est plutôt de délocaliser, en fait, de relocaliser, donc à la plus petite échelle, ce qui est possible de faire, mais en même temps créer des liens de solidarité entre les différentes municipalités, entre les différentes régions, et même entre différentes villes à travers le monde. Donc, c'est un mouvement, en fait, qu'on pourrait dire internationaliste, donc qui partage une vision du monde qu'il faut créer des grands ponts de solidarité à travers les peuples, à travers les différents pays et villes à travers le monde. Et un autre terme qu'on trouve aussi dans ce mouvement, c'est l'idée de translocalisme. C'est-à-dire, on va essayer d'avoir une forme de localisme, donc de rapatrier le pouvoir à l'échelle locale de proximité, mais en même temps, jouer sur une logique transnationale en même temps pour créer des alliances horizontales entre les différentes villes. Donc, c'est un petit peu cette idée-là ici qu'on peut retrouver dans ce mouvement, puis qui est incarné à différentes échelles, comme je vais le présenter par la suite. Autre grand principe qui est omniprésent dans ce mouvement, c'est le principe de la justice, l'égalité, la justice sociale et la justice environnementale aussi, la défense des droits humains. Donc, c'est un mouvement qui va défendre à la fois les droits humains de façon large, les droits des travailleurs et des travailleuses, les droits des personnes migrantes, des sans-papiers, des personnes exclues, marginalisées. Ça peut inclure à la fois la lutte contre les discriminations, mais la lutte des classes aussi, on pourrait dire. Donc, ici, j'utilise beaucoup de termes que vous connaissez sans doute dans le mouvement syndical et ouvrier, mais l'idée, en fait, qu'il faut favoriser les gens des classes moyennes, des classes populaires, des gens exclus, marginalisés, mais les gens ordinaires, on pourrait dire, et pas favoriser systématiquement le pouvoir des grandes élites économiques, immobilières, politiques qui prennent beaucoup de pouvoir. Donc, c'est un mouvement qui va vraiment essayer de défendre les intérêts, on pourrait dire, des gens de la base ou des gens qui ont peu de voix dans les espaces économiques et politiques actuels. Autre grand principe, et là, je vais un peu plus vite sur ça, l'idée de la transition. Donc, c'est un mouvement qui est, pour la plupart du temps, qui partage des valeurs écologistes, mais qui va toujours de pair avec une idée de justice sociale, de transition juste, de transition sociale et écologique. Donc, ce n'est pas uniquement un mouvement environnementaliste pour les bourgeois bohèmes, les bobos des milieux urbains qui veulent plus avoir des bicyclettes, de vélos, tout ça. Il y a peut-être ça, favoriser le transport actif, le transport public, ou ainsi de suite, mais c'est vraiment l'idée de favoriser la justice climatique, en fait, de favoriser aussi la responsabilité des pays du Nord par rapport aux différents pays du Sud. Puis, comment on peut faire cette transition sociale écologique, je vais le présenter plus tard dans la présentation. C'est pas juste avec des nouvelles technologies vertes et propres. Il y a ça peut-être qui peut en faire partie. C'est pas juste en donnant plus de pouvoir aux grandes entreprises pour qu'elles deviennent plus vertes, mais c'est vraiment en essayant de recréer un tissu d'entraide, de solidarité, la sécurité alimentaire pour vraiment favoriser une forme de création d'un nouveau système économique durable par la base. Donc, c'est un petit peu l'idée de comment on va faire la transition vers un nouveau système. Ce n'est pas juste un nouveau système énergétique, c'est un nouveau système économique, social qu'on veut mettre en place aussi. Pour conclure, une autre composante que je n'avais pas évoquée initialement dans mon livre Avenir la ville, mais que j'ai retrouvée par la suite dans plusieurs mouvements, qui se réclame du municipalisme, c'est l'idée de l'entraide, la coopération, l'auto-organisation populaire. Des choses qu'on trouve aussi beaucoup dans le mouvement communautaire autonome, encore aujourd'hui, mais qu'on trouvait à l'époque. Et à différents endroits, du côté des États-Unis ou tout ça, on parle beaucoup de dual power, de mutual aid networks, donc des réseaux d'entraide de proximité quand il y a des crises, quand il y a des enjeux, des catastrophes naturelles. On a vu au début de la pandémie, il y a eu des initiatives de distribution de nourriture pour les personnes aînées. Il y a plein de systèmes d'entraide qui se sont mis en place. Donc, c'est un mouvement qui n'est pas juste axé sur la reprise du pouvoir au niveau des institutions, mais c'est beaucoup de créer du contre-pouvoir à l'extérieur des institutions, puis avoir un jeu de va-et-vient entre les deux. Donc, c'est un mouvement en fait qui dit on n'a pas besoin d'attendre de prendre le pouvoir au niveau municipal lors des prochaines élections. On peut créer en fait du lien, de la solidarité dans nos différents quartiers, dans nos différents villages, même entre les différentes périodes électorales. Donc, c'est un peu l'idée que je voulais amener ici. C'est les grands principes qui animent ce mouvement. Au-delà de ces grands principes, il y a des visages aussi qui se trouvent dans ce mouvement. Ici, je vous donne juste quelques figures. La mairesse de Barcelone, Ada Colau, qui est une activiste qui a été principalement impliquée dans les enjeux au niveau des années 2000 dans le mouvement pour le droit
au logement, le mouvement anti-éviction, quand il y a eu la crise immobilière de 2008, entre autres, qui a touché plein fouet l'Espagne. Elle s'était mobilisée, entre autres, pour dénoncer le pouvoir des grandes banques, mais pour essayer de défendre, en fait, par la désobéissance civile non violente, par des actions directes, euh, en fait, avec toute cette énergie, ces différents mouvements, la défense des droits des différentes personnes, migrantes, classes populaires, travailleuses et autres. Et par la suite, aux élections de 2015, elle s'est présentée à la mairie de Barcelone avec un grand mouvement, en fait, qui s'appelait Barcelona en Comú, mais elle n'était pas la seule. Dans les 10 plus grandes villes d'Espagne, Madrid, Saragosse, Valence, c'est toutes des grandes mairies qui ont été conquises par les groupes citoyens, mouvements issus des Indignados, on pourrait dire. Donc, si on fait une certaine analogie, on pourrait dire que c'est comme si, suite à la grève de 2012, puis à la grande mobilisation populaire, c'est comme si les élections municipales de 2017, les grandes villes du Québec avaient toutes été conquises par les mouvements citoyens, populaires, étudiants, écologistes, tout ça. Là, dernières élections, ils ont quand même perdu plusieurs mairies, mais la mairesse Ada Colau est encore présente au niveau de Barcelone, puis il y a plusieurs initiatives que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est une des figures de proue de ce mouvement. Et suite à la publication de mon livre en 2017, elle a, elle et d'autres personnes, organisé le premier sommet international municipaliste en juin 2017, qui réunissait des personnes de 150 villes à travers le monde, des élus, des citoyens, des groupes activistes, différentes personnes pour essayer de construire ce mouvement. Donc, vraiment, j'ai publié mon livre, c'était en train d'arriver, mais vraiment, le mouvement a pris un grand, grand essor par la suite aussi. Pour faire vite, il y a le maire de Grenoble, Éric Piolle, que j'ai la chance de rencontrer aussi en France, un maire écologiste qui fait alliance avec des groupes progressistes, qui a mis plusieurs initiatives que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs initiatives qui se passent du côté de la France que j'ai la chance d'observer, mais aussi dans différentes villes européennes, du côté de l'Italie, la Pologne, Serbie. Donc, il y a plein de différents pays où il y a des initiatives au niveau municipal. Au niveau des États-Unis, Jackson, Mississippi, on voit en haut à droite de l'écran Kali Akuno, donc qui a créé la coopérative qui s'appelle Cooperation Jackson, qui est une coopérative qui crée des coopératives qui sont confédérées entre elles avec des assemblées populaires qui essaient de créer en fait un contre-pouvoir citoyen de libération noire, un mouvement qui se réclame ouvertement de l'anticapitalisme aussi, un mouvement assez radical et qui fait beaucoup d'initiatives dans son coin. Donc, c'est un autre exemple ici d'une figure de proue de ce mouvement dans le sud des États-Unis, Jackson, qui est une ville qui est la ville principale de l'État du Mississippi, qui est extrêmement pauvre. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet endroit. Pour faire vite ensuite, je ne vais pas pouvoir aller partout sur ça. Rojava, il y a un mouvement de libération kurde à l'heure actuelle avec beaucoup de femmes impliquées, un mouvement féministe, écologiste, qui se réclame des idées de Murray Bookchin. Puis c'est un mouvement extrêmement dynamique à l'heure actuelle. Et par la suite, Détroit-Toulouse. Donc, il y a vraiment des initiatives, beaucoup, je dirais, du côté de l'Europe puis de l'Amérique du Nord, qui essaient de créer des confédérations, différents réseaux de solidarité entre les villes. Donc, je donne juste ici une série d'exemples pour vous dire que c'est un mouvement qui est assez dynamique à l'heure actuelle. Il y en a plein d'initiatives de villes que je ne connais pas encore, mais je sais qu'il se passe des choses ici et là. Donc, si vous voulez aller voir plus loin, je vais pouvoir vous transférer des liens par la suite vers différents mouvements actuels. Au-delà de ces figures, donc je vous l'ai montré, en fait, il y a des figures politiques déjà impliquées à différents niveaux. Nous aussi, au Québec, on a un certain élément de notre histoire que vous connaissez peut-être, qui est le Front d'action politique, qui est le FRAP, qui est une initiative qui est née dans les années 68, 69 et 70 dans le sillage d'une convergence entre trois grands mouvements. D'un côté, le mouvement syndical avec le deuxième front de la CSN à l'époque s'est dit il ne faut pas uniquement militer pour défendre les droits des travailleurs sur le lieu de travail avec les conventions collectives, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est essentiel, qui est important, qu'on doit continuer de faire. Mais on doit aussi créer un deuxième front, qui est le front du milieu de vie ou le front politique. On doit défendre les conditions d'existence des travailleurs, travailleuses, là où ils vivent. Et là, dans ce mouvement, il y a eu des gens qui se sont dit, mais là, on pourrait créer des groupes d'action dans différents coins de la ville de Montréal, mais aussi dans d'autres villes ailleurs au Québec, et qui pourraient peut-être converger avec des comités populaires et citoyens. Donc, le mouvement communautaire à l'époque était extrêmement dynamique aussi au début des années 60. Et il y avait le mouvement étudiant aussi. Il y a eu en fait cette forme de convergence pour créer le FRAP, qui est le premier parti politique municipal progressiste qui, à l'époque, s'était présenté contre le maire Jean Drapeau aux élections
d'octobre 1970. Et là, comme vous le connaissez peut-être, à cette époque-là, il y a eu la crise d'octobre, ce qui a fait en sorte que ce mouvement a eu de la difficulté parce que même pendant la crise d'octobre, le maire Jean Drapeau a décidé quand même d'aller de l'avant avec l'élection. Et il y avait des candidatures du FRAPP qui étaient derrière les barreaux parce qu'ils ont arrêté beaucoup, comme vous le connaissez, l'histoire de la crise d'octobre, beaucoup de candidatures souverainistes, de gauche, indépendantistes, de près de loin impliqués dans les mouvements pour la justice. Donc, ça a été un mouvement, en fait, qui a eu la crise d'octobre de plein fouet, qui s'est, par exemple, un peu désorganisé par la suite. Il y a eu des schismes, en fait. Il y a eu le RCM, par exemple, le Rassemblement des citoyens de Montréal, qui a pris sa propre tangente. Il y a eu des mouvements marxistes, léninistes, révolutionnaires en lutte, partis communistes ouvriers, qui ont pris leur essor à ce moment-là, et mouvements souverainistes au Québec, avec le Parti québécois, tout ça a pris son propre essor. Et c'est comme si cette convergence des forces progressistes à l'époque, c'est comme divisé, c'est redivisé par la suite, et le FRAPP n'a pas pris le pouvoir. En fait. Mais c'est juste pour vous dire, si vous voulez aller trouver peut-être dans certaines bibliothèques ou dans les archives de l'UQAM, les salariés au pouvoir, donc c'était le mot d'ordre, le slogan de ce projet politique, c'était vraiment en fait de dire il faut reprendre le pouvoir au niveau municipal à la base, il faut même municipaliser le sol urbain, donc c'est-à-dire pour régler la question du logement, il faut avoir des services publics de proximité, il faut défendre les droits de travailleurs-travailleuses, parce que les salariés représentent 80% de la population de Montréal, mais ils représentent que la minorité en termes de pouvoir. Donc, c'est juste pour vous dire qu'au Québec, j'en parle un peu dans mon livre, il y a quand même eu ces initiatives dans le passé, puis même aujourd'hui, on peut voir peut-être certaines inspirations de ça à travers d'autres partis politiques municipaux, mais à travers d'autres initiatives urbaines qu'on peut trouver à gauche et à droite aussi. Donc, c'est juste pour vous dire que je vous ai donné beaucoup d'exemples de municipalisme ailleurs dans le monde, mais au Québec, on a quand même cette tradition d'organisation sociale, politique et aussi municipale, mais qui a été souvent mis de côté ou bien oubliée. Donc, c'est le genre de choses que je voulais amener aujourd'hui. Maintenant que je vous ai en fait donné le portrait général de ce mouvement, quelques bribes d'histoire ici et là, des exemples, comment se réapproprier la ville concrètement et opérer des changements à partir des compétences municipales. Ici, je voudrais juste ramener dans les principaux éléments que la ville dispose de différents leviers de pouvoir en termes de démocratie participative, par exemple. Elle peut créer des conseils de quartier, des budgets participatifs, comme ça s'est vu à Montréal et dans des dizaines de villes au Québec à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on donne une part du budget municipal à des groupes citoyens qui proposent des projets et qui vont par la suite avoir un vote direct sur les projets qu'ils veulent pour leur propre ville. Donc, c'est une forme de démocratie qu'on peut introduire puis qui rentre dans le champ de compétences des municipalités. Il y a aussi tout l'enjeu, en fait, de la planification urbaine, de l'aménagement du territoire à travers le zonage, qui est en quelque sorte la clé de voûte de l'action publique municipale. À travers la question du zonage, qui a l'air un peu aride, un peu abstrait par moment, ça peut décider, est-ce qu'on protège des milieux humides, des terres agricoles, est-ce qu'on construit des projets en hauteur, est-ce qu'on densifie un peu légèrement, est-ce qu'on construit des centres commerciaux en périphérie sur le bord des autoroutes plutôt que dynamiser le centre-ville des villes. Donc, il y a les enjeux environnementaux, économiques, et au niveau vraiment de la forme que la ville va prendre. Et ces enjeux de planification urbaine sont au cœur de la transition sociale et écologique. En lien avec ça aussi, le pouvoir des transports, les municipalités n'ont pas toutes les juridictions sur toutes les routes. Il y a des routes de juridiction fédérale, provinciale et autres, mais quand même au niveau de la voirie, au niveau des transports publics, souvent, au niveau de la circulation locale, il y a beaucoup de leviers de changement qui peuvent être faits. Est-ce qu'on favorise les pistes cyclables, le partage des voies? Est-ce qu'on favorise l'automobile sur l'eau? Alors là, il y a vraiment des leviers de changement qui touchent de plein fouet, en fait, le pouvoir des municipalités. En lien avec ça aussi, est-ce qu'on va contribuer à l'économie locale, soutenir les artères commerciales? Pendant la pandémie, par exemple, la ville de Montréal et plusieurs autres villes, il y a eu beaucoup d'aides du gouvernement fédéral, provincial, mais le niveau municipal a encouragé, a aidé à contribuer, par exemple, les petits commerces de proximité. Dire, par exemple, si on peut développer des terrasses à l'extérieur puis empiéter sur la voie publique, ça permet de libérer des espaces pour faire vivre les différents commerces. Donc, au niveau économique, les municipalités n'ont pas énormément de pouvoir, mais elles sont appelées de plus en plus à jouer un rôle important de ce côté. Au niveau environnemental, là, c'est un peu les éléments qu'on peut trouver avec l'eau, par exemple. Avec l'eau potable, la gestion des déchets, du compost, au niveau des espaces verts, des parcs, on voit que le champ de compétences des municipalités est vraiment au cœur de la question écologique.
Et on peut aller voir par la suite la question du logement social abordable, la réglementation, avec la crise du logement qu'on vit actuellement à Montréal, mais dans différentes villes du Québec, avec la spéculation immobilière, ou ainsi de suite. La municipalité ici, malheureusement, n'a pas beaucoup de pouvoir en termes de régulation, mais elle a quand même des choses qu'elle peut faire en termes de zonage d'inclusion. Elle peut essayer d'avoir un droit de préemption, c'est-à-dire un droit prioritaire pour pouvoir acheter certains bâtiments, puis différents lots pour construire du logement social par la suite. Donc, il y a différents niveaux de pouvoir qui peuvent être investis de ce côté et on peut jouer sur la culture, le sport, les loisirs, la vie communautaire, les espaces publics. Donc, en fait, il y a cette diversité de compétences qu'on oublie souvent avec ce qui se passe au niveau municipal. Ici, je peux peut-être résumer la chose. Ici, l'esprit du mouvement municipaliste, c'est de dire qu'il faut agir sur tous les leviers de changement dont on a à notre disposition. Certes, il faut prioriser, mais il faut essayer d'amener des transformations sociales dans tous ces différents aspects, puis même au-delà aussi. Alors que la vision dominante qu'on peut voir à l'heure actuelle au Québec, c'est plutôt de se limiter aux fonctions de base de la municipalité. S'occuper des ordures, du déneigement, de la voirie, des routes, de l'asphalte, puis on va se limiter à ça, puis avoir un compte de taxes un peu plus bas. Et petite anecdote ici, j'ai entendu une expression une fois, que ça a été diffusé dans les médias à l'époque, un conseiller municipal de Gatineau qui a dit « Moi, je me considère asphaltiste ». Donc, il s'est défini avec son idéologie asphaltiste parce qu'il croit que la ville doit s'occuper d'abord et avant tout de l'asphalte, non pas des bibliothèques, de l'environnement, de la démocratie, de la justice sociale. Ça, ce n'est pas son champ de compétences. Donc, je dirais ici, on pourrait avoir sur un spectre la vision asphaltiste, qui est de dire la ville doit s'occuper uniquement des fonctions de base, l'asphalte, la voirie, le déneigement. Et le municipaliste, c'est de dire la ville doit s'occuper de tout ce qui concerne la vie et le bien-être, la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes pour faire une différence. Et là, elle doit parfois empiéter, en fait, ou trouver des liens de synergie avec d'autres niveaux de gouvernement pour pouvoir amener des transformations concrètes qui vont aider la situation des gens qui habitent sur le territoire. Donc, c'est un peu cette idée que je voulais amener aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez encore jusqu'à maintenant? Donc, j'ai beaucoup de stock ici. Parfait. Donc, la ville, je veux juste vous montrer ici, elle a beaucoup de pouvoir, elle a beaucoup de choses qu'elle peut faire. Certes, il y a des contraintes au niveau administratif, constitutionnel, au niveau économique, mais il y a quand même beaucoup de champs de compétences déjà dans les paramètres du système actuel sur lesquels on peut agir pour faire une différence. En termes d'exemples concrets qu'on peut amener, je vais donner des cas ici de démocratie participative. J'ai parlé des budgets participatifs qu'on peut faire au niveau des différents arrondissements d'une grande ville, au niveau de la ville-centre. À Montréal, entre autres, il y a un budget participatif l'année dernière sur la transition sociale écologique. Je n'ai pas les chiffres avec moi du niveau de participation. Je pense que ce n'était pas extrêmement élevé. Il y a peut-être un peu manqué de visibilité et une mobilisation à la base, mais c'est le genre d'initiative qu'on peut mettre en place. Dans différentes villes du Québec, comme à Québec, par exemple, les conseils de quartier qui existent, qui sont des belles instances de démocratie de proximité, sauf que peut-être une des limites qu'on peut trouver, c'est uniquement des instances de consultation. Et quand on parle de participation, il faut le voir sur une échelle. Et des choses que je dis dans mon livre, que j'essaie d'amener, c'est de dire peut-être qu'il faudrait donner plus de pouvoir direct à ces différentes institutions de proximité. Un budget, des compétences. Peut-être que ce ne sont pas toutes les décisions d'une grande ville qui vont se prendre à l'échelle du conseil de quartier, mais si on leur attribue des pouvoirs, des compétences, responsabilités, alors là, on a la possibilité d'incarner une vraie forme de démocratie vivante qui touche directement le milieu de vie où les gens habitent. Il y a d'autres initiatives en termes, par exemple, de la démocratie numérique. Il y a un logiciel que je vais vous présenter ici, peut-être, qui s'appelle Decidim, qui est un logiciel de démocratie participative open source, libre et ouvert, que n'importe quelle municipalité, même organisation, peut implanter ici. Donc, si vous avez des informaticiens dans vos différentes organisations syndicales et autres, ils peuvent se débrouiller puis télécharger et adapter ce logiciel dont le code est ouvert et disponible à tous. Donc, ce n'est pas une propriété privée. Puis, il peut y avoir aussi de l'accompagnement fait par cette initiative pour vous aider à implanter ça. Qu'est-ce que ça fait, ce logiciel? Ça permet de faire des budgets participatifs, des propositions, des débats en ligne, de faire de la co-construction, de la réglementation et même de loi. C'est un logiciel qui est multifonctionnel et qui a été développé à la base par la ville de Barcelone, dont je vous ai parlé plus tôt, en 2016-2017 et qui l'a rendu accessible. Et là, il y a plus de 100 villes à travers le monde qui l'utilisent pour faire différentes choses. Donc, maintenant qu'on est passé à l'époque COVID, on espère qu'on va pouvoir revenir de plus en plus avec des présentations puis des événements en personne, en présentiel, mais quand même, les outils numériques, c'est drôle comme
on passe au niveau numérique, au niveau financier, économique, au niveau de l'éducation, de la santé, mais on dirait que la démocratie est un peu figée au 18e siècle. Donc, il y a l'idée ici de peut-être utiliser des outils démocratiques pour faire une différence. Donc, c'est une des choses qu'on peut voir qui peut être expérimentée à l'échelle municipale, puis qui est transposable par la suite à différents niveaux. Et peut-être si je reviens avec la slide juste avant, un autre élément qui est à l'opposé de ça, qui est plutôt pas dans le monde numérique, mais vraiment revenir sur le plancher des vaches, dans les espaces publics, il y a l'idée des chantiers ouverts. Donc, j'ai une petite image en bas à droite ici, on voit le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui est présent avec des gens qui sont en train de construire une forme d'aménagement de mobilier urbain avec du bois, une scie. Et ce que la Ville de Grenoble a mis en place, c'est de dire on peut donner des outils, différents matériaux pour permettre à des citoyens de co-construire leur propre espace public, de embellir leur milieu de vie, de faire des choses, encourager les jeunes, encourager les personnes aînées, des femmes des quartiers populaires à différents endroits pour dire, vous voulez peut-être améliorer votre espace, le terrain est vacant, c'est mal entretenu, on vous donne les outils, la formation, puis on est là pour animer un lieu. Donc, c'est un autre exemple de démocratie participative qui va rejoindre des gens parfois qu'on ne trouve pas dans des instances en ligne ou qu'on ne trouve pas dans les conseils de quartier ou dans les budgets participatifs. On va pouvoir aller chercher les gens là où ils vivent. C'est une autre façon de faire participer les gens pour qu'ils puissent bâtir de leurs mains leur propre espace de vie. Donc, c'est un autre exemple de démocratie que je voulais amener ici. Et puis, c'est un exemple, ici, je ne sais pas si c'est transposable au Québec. Souvent, au niveau de la fonction publique municipale, il y a des règles très rigides à dire ça doit être attribué uniquement pour des employés, pas pour d'autres personnes. Mais la Ville de Grenoble a fait un peu de bricolage pour être capable de dire bien, les employés de la Ville peuvent aider des citoyens à faire des choses, puis ils peuvent les faire ensemble aussi. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a des genres d'expérimentation, des innovations démocratiques municipales qui peuvent être mis en place. Autre élément important que je voudrais ramener ici, les biens communs. Qu'est-ce que le commun? Le commun, c'est une forme de gestion collective d'espace ou de ressources partagées qui ne prend pas la forme d'une propriété privée, individuelle ou d'une entreprise privée, ni non plus de la propriété publique ou étatique pure. C'est une forme, en fait, d'usage d'un espace, d'un bâtiment, d'un lieu. Ça peut être aussi d'un outil numérique qu'on va co-gérer ensemble. Donc, l'ensemble des utilisateurs, des usagers vont gérer ensemble quelque chose qui leur appartient collectivement. Puis là, dans cet exemple-là, il y a Wikipédia, par exemple, dans le monde numérique que vous connaissez peut-être, qui est un grand commun numérique. On peut voir des formes de cohabitat, des bâtiments autogérés, ou de ce que de plus en plus on peut trouver aussi, des fiducies foncières communautaires, aussi appelées au Québec des fiducies d'utilité sociale, qui est une forme de gestion collective du sol, qui est en fait gérée par une fiducie avec des fiduciaires qui peuvent assurer la pérennité d'un lieu, d'un espace, sur une durée, par exemple, de 99 ans. Et ça permet en quelque sorte de dire la ville, elle peut avoir des terrains à elle, qui sont de juridiction municipale publique, mais qui peuvent transférer, par exemple, à cette fiducie collective d'utilité sociale pour que ce soit les citoyens eux-mêmes qui gèrent cet espace. Et la ville peut avoir, par exemple, un siège peut-être sur cette instance-là, mais après ça l'appartiendra plus à la ville. Ça ne sera pas privatisé vers une entreprise qui va vouloir faire du profit. C'est vraiment pour assurer la pérennité à long terme d'un usage, que ce soit pour des questions de sécurité alimentaire, pour le logement social et abordable ou pour différents usages. Donc, c'est un outil qu'on peut développer qui s'inscrit dans le paradigme des biens communs. Pourquoi je parle des biens communs? C'est qu'on peut en trouver à différents espaces. Par exemple, en haut à droite de l'écran, il y a la coopérative Celsius qui cherche à faire un projet de coopérative de géothermie dans une ruelle, c'est-à-dire d'énergie renouvelable. On creuse des trous dans le sol, on libère de la chaleur pour chauffer différentes maisons autour. Ça, c'est un exemple de commun urbain. Le bâtiment 7 à Montréal, que vous connaissez peut-être aussi, qui est un espace industriel qui a été réapproprié par des mouvements citoyens. Et au sein de cet espace, il y a une épicerie coopérative, une microbrasserie, il y a plein d'ateliers partagés, il y a plein d'initiatives qui sont dans cet espace. Donc, c'est pour vous montrer, et là, je donne juste quelques exemples ici, qu'il y a des communs urbains à différents endroits, puis parfois, on ne les nomme pas comme ça, mais c'est des espaces sociaux communautaires qui sont autogérés par les gens qui les utilisent. Donc, c'est juste pour vous dire ici qu'il y a plein d'exemples qu'on peut trouver à Montréal, mais dans différentes villes du Québec, qui sont des espaces qui appartiennent aux gens directement. On peut voir aussi en termes d'aménagement d'espaces urbains, parfois, bon, c'est des jeunes, ça peut être des espaces de consommation, peut-être attirer une niche de jeunes urbains branchés, tout ça, mais ça peut être des espaces
où on peut avoir des espaces de soutien, des espaces d'entraide, de discussion collective, syndicale ou autre. Il y a plein d'espaces, en fait, qu'on peut créer dans la ville, qui sont des friches urbaines, que la ville peut donner accès pour que d'autres gens les utilisent par la suite. Donc ici, je vous montre juste des belles images en vrac pour vous dire que les communs urbains peuvent se développer à différents endroits, puis la municipalité peut jouer un rôle actif dans ce cadre-là. Autre exemple en termes de résilience urbaine, on voit beaucoup en fait de friches dans la ville de Détroit aux États-Unis, qui est une ville industrielle, qui est une ville en fait industrielle qui représente en quelque sorte le symbole de l'industrie automobile aux États-Unis, qui était de 2 millions d'habitants dans son âge d'or, dans les années 60, et qui, par la suite, avec la désindustrialisation et avec la crise financière de 2007-2008 et la ville a fait banqueroute par la suite, la ville est tombée à 500-600 000 habitants environ. Et là, il y a plein de terres abandonnées, il y a des bâtiments en ruine ou ainsi de suite. Mais dans les ruines de cette ville et dans ces différents espaces, il y a une réappropriation des espaces où les gens, les citoyens, font des projets de jardins urbains partagés, se réapproprient des édifices pour des lieux sociaux communautaires. Donc, c'est pour vous montrer en fait que parfois, ça vient vraiment des initiatives de la base, parfois ça vient de la ville, parfois ça vient de la collaboration entre les deux. Mais il y a vraiment moyen de libérer des espaces, que ce soit dans les grands milieux urbains, que ce soit dans les terres agricoles, que ce soit dans la banlieue. On peut penser à Laval, Joliette, Terrebonne, différentes villes dans la grande région de Montréal qu'on pourrait se réapproprier pour faire ce genre d'espace de transition sociale et écologique. J'ai répertorié avec d'autres personnes, si vous voulez avoir un peu plus loin, je peux vous partager des liens dans le chat par la suite, une étude sur les communs urbains, regard croisé sur Montréal, Barcelone, parce que j'ai fait une petite recherche par la suite qui fait suite au livre À nous la ville sur les expériences concrètes de communs urbains qu'on peut trouver dans ces deux villes. Il y a un complexe industriel, par exemple, qui a été réapproprié par un groupe d'habitants du côté de Barcelone, qui a été transformé en incubateur de coopératives par la suite. Donc, c'est des espaces qui servent pour des activités sociales, culturelles pour les différents habitants. Et ça sert en fait d'incubateur pour créer des nouvelles entreprises d'économie sociale et solidaire dans plein de secteurs économiques par la suite. Et quand j'avais été le visiter, il avait créé 17 coopératives en juste un an. Donc, c'est vraiment un espace et c'est un espace initialement qui appartenait à la ville de Barcelone. Et là, il avait envisagé de le privatiser par la suite pour le vendre à des promoteurs immobiliers qui auraient construit des condos dans cet espace. Et là, il y a eu une mobilisation citoyenne. Par la suite, les pouvoirs publics puis les élus de l'époque qui étaient proches des élections municipales ont décidé de donner les clés à l'association des habitants à la place des promoteurs immobiliers. Et là, par la suite, ce qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'ils appellent un partenariat public-civique. Donc, le bâtiment comme tel continue à appartenir à la ville de Barcelone. C'est une propriété publique, mais qui est gérée directement par la coopérative et 17 autres associations d'habitants sur une durée de 30 ans. Donc, il y a comme un genre de bail à long terme qui a été mis en place qui fait que même s'il y a un changement de pouvoir au niveau municipal par la suite, disons que prochaines élections, c'est plus la même mairie, la même équipe qui est au pouvoir, il va quand même avoir une certaine pérennité dans le projet sur les 30 prochaines années parce que ça va être géré par les citoyens. Ça a été inscrit dans un contrat de longue durée. Donc, au Québec, ce qu'on a vu apparaître au début des années 2000 dans le siège du gouvernement libéral, c'était les PPP, partenariats public-privé, qui sont des façons de privatiser. Mais là, cette idée-là, c'est des PPC, c'est plutôt partenariat public communautaire, citoyen ou autre, qui permet en fait de créer une sorte d'alliance entre les pouvoirs publics, mais des groupes citoyens. Ce n'est pas à but lucratif, mais ça permet d'avoir des usages qui servent pour les différents gens qui habitent cet espace. Donc, c'est juste pour vous donner ici qu'il y a différents exemples dans ce sens-là. Ma présentation achève, on va bientôt aller à la période de questions également. Dans ce grand sillage-là, ce que je vous encourage à aller voir, il y a un beau rapport qui a été publié par le groupe qui s'appelle Future is Public, donc le futur est public, qui est un institut de recherche en fait qui a mis en place une recherche large en fait sur le mouvement des remunicipalisations à travers le monde. Qu'est-ce qu'on entend par des remunicipalisations? C'est le dire, il y a différents biens publics qui, dans l'histoire, depuis l'arrivée du néolibéralisme, entre autres dans les années 80-90, qui ont été privatisés. Et là, on a vu à différents endroits, par exemple, l'eau qui était publique qui a été privatisée, des infrastructures urbaines, des systèmes de gestion d'ordures, de déchets, des différentes entreprises. Et là, en fait, on assiste à un mouvement inverse depuis environ 20 ans
de plusieurs centaines, voire milliers de villes à travers le monde qui décident de reprendre en main des choses qui ont été privatisées. Donc, un mouvement de municipalisation. Au lieu qu'on parle souvent ici au Québec de nationalisation, on est beaucoup focusé sur l'État provincial, l'État national, mais on peut penser en fait la propriété publique collective à l'échelle municipale. Et si on ne met pas de « ça veut dire on va municipaliser quelque chose. C'est quelque chose, en fait, de dire on va créer une nouvelle entreprise publique, municipale, paramunicipale, pour offrir des biens et des services directement pour les citoyens. Donc ça, je pense que c'est une ligne de front que peut-être les syndicats, à travers différentes échelles, pourraient dire, mais on pourrait créer peut-être, avoir une ligne plus offensive, aller dire, mais on pourrait peut-être reprendre en main, créer des nouvelles sociétés municipales pour assurer la distribution alimentaire, pour assurer le développement immobilier, pour assurer différents biens de base. Et même ce qu'on peut voir du côté des États-Unis, par exemple, différents services de télécommunication, en fait. Puis peut-être pour donner un petit exemple, au Québec, il y a une MRC, Antoine Labelle, qui est située dans les Laurentides, qui est devenue collectivement propriétaire de la fibre optique. Donc, à différents endroits au Québec où les grandes compagnies comme Bell, Vidéotron ne veulent pas aller parce que ce n'est pas assez rentable, actuellement, le gouvernement du Québec subventionne ces grands joueurs. Donc, on paie de l'argent public pour que les entreprises privées aient développé par la suite. Mais on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas, par exemple, des MRC, des municipalités régionales de comté ou des municipalités qui pourraient être collectivement propriétaires des infrastructures numériques? Et par la suite, par exemple, pour cette MRC d'Antoine Labelle, c'est elle qui est propriétaire de l'infrastructure, mais le service d'Internet téléphonie est assuré par une coopérative de solidarité. Donc, on peut voir ici que c'est une forme d'alliage entre une infrastructure municipale régionale et une coopérative de solidarité qui opère. Et là, on pourrait envisager ça. En fait, on pourrait répliquer cette expérience dans différentes villes du Québec pour différentes choses. Comment peuvent prendre forme ces genres de municipalisation? Ici, à gauche de l'écran, soit que les villes ou les différentes régions mettent fin à la privatisation, ou sinon, comme en bas, ce que vous pouvez voir, comme ce que je viens de dire, peut-être les villes et les régions plus des coopératives ou des biens communs ou différentes organisations à but non lucratif peuvent être alliées pour inverser le processus de privatisation, que ce soit dans le champ éducatif, de l'énergie, de santé, des services sociaux, administration locale, télécommunications, transport, déchets, eau et autres. Un des enjeux qu'on voit à travers le Québec, en fait, qui a eu lieu récemment, les grandes compagnies de transport de bus, d'autobus interrégionales, la plupart ont arrêté de desservir différentes régions. Et là, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des lignes de bus, peut-être avec un service interrégional au Québec, soit par une société d'État, mais même une société peut-être où différentes entreprises municipales, régionales qui pourraient être regroupées entre elles pour assurer ce service public de base. Donc, c'est quelque chose qu'on peut envisager ici. Et en termes à droite de l'écran, par exemple, les municipalisations dans ce rapport, je prends ces différentes images ici, c'est que les villes et les régions peuvent créer des nouveaux services à part entière. Même là où il n'y avait pas quelque chose, ça n'a pas été privatisé, on peut créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour vous dire ici que tout un terrain d'expérimentation pour démocratiser l'économie par la reprise en main par les pouvoirs publics, soit directement, soit avec une forme de collaboration avec des coopératives ou des OBNL pour avoir vraiment un pouvoir citoyen et s'assurer aussi, autant que possible, que ce soit des processus en fait, démocratiques de co-gestion des biens publics pour pas que ce soit juste uniquement des groupes d'experts, différentes élites qui siègent sur les conseils d'administration, mais qu'il y ait vraiment une vraie représentation des citoyens aussi pour assurer des formes de contre-pouvoir, de participation à la gestion des biens publics. Donc, c'est juste ici pour vous dire que beaucoup de choses au niveau municipal. Au Québec, il faudrait faire une enquête précise que je n'ai pas encore fait. Quels sont les cas de municipalisation ou de remunicipalisation depuis les 20 dernières années? Je ne pense pas qu'il y en a au-dessus de 100, mais il faudrait aller voir dans différents endroits. Il y a des reprises en main de différentes églises qui sont transformées en salles communautaires. Il y a différentes infrastructures qui sont reprises en main par les pouvoirs publics municipaux, sous forme de coopératives parfois ou directement par la ville. Donc, il y aurait vraiment une grande enquête à faire. Pour conclure, je voudrais ici prendre le modèle de Cleveland, qui est une ville aux États-Unis, une ville désindustrialisée aussi, qui a eu beaucoup de problèmes et qui a misé sur un modèle de développement économique local démocratique par différentes alliances entre différentes caisses d'économie sociale, comme ici on pourrait penser aux caisses Desjardins, avec différentes
coopératives de développement économique qui va créer d'autres coopératives ou des petites entreprises privées indépendantes ou des OBNL, mais qui vont être articulées entre elles et qui vont faire alliance avec ce qu'eux appellent des anchor institutions, donc des institutions ancres ou ancrées dans leur milieu. Ça peut être des hôpitaux, des écoles, des universités. Et là, on peut voir comment, par exemple, au sein du monde universitaire, on peut mettre, par exemple, dans des clauses de contrat, d'octroi, qu'on va, en fait, dans les clauses d'approvisionnement ou dans l'octroi de contrats publics, on va essayer de systématiquement privilégier soit l'économie locale, des entreprises vertes, des entreprises d'économie sociale et solidaire ou qui donnent des bonnes conditions pour les gens qui travaillent dans ces entreprises. Et là, si on favorise que, par exemple, l'université, disons l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, achète systématiquement, par exemple, ces services de différents repas à des petites entreprises d'économie sociale localement, va s'approvisionner ici ou là, on crée des liens de synergie entre les institutions publiques locales, entre les coopératives, entre des groupes de défense des droits de travailleurs. Les syndicats pourraient embarquer dans ça aussi pour vraiment créer des synergies dans les municipalités pour que l'argent qui est investi dans la municipalité reste là aussi. Il ne faut pas que ça s'en aille dans des paradis fiscaux ou dans des grandes multinationales par la suite. Donc, c'est vraiment cette idée de créer des systèmes de synergie locale, parfois qui peut prendre la forme aussi de monnaie locale complémentaire qui permettrait de redynamiser, de dire l'argent que j'utilise, je la paye ici, puis ça va rester ancré, puis ça va favoriser des circuits courts. Donc, il y a différentes expérimentations municipales à différents endroits qui misent beaucoup sur cette approche-là pour favoriser non seulement la création d'emplois verts, la transition sociale et écologique, mais pour vraiment dynamiser tout en donnant des bons emplois de qualité, puis en dynamisant le tissu social communautaire plutôt que d'attirer des grandes entreprises privées qui vont donner des jobs et après ça, qui vont peut-être quitter quand ils vont avoir des meilleurs prix ailleurs pour acheter de la main-d'œuvre à plus bas prix dans d'autres pays du monde. Donc, cette idée-là ici qui peut être mise en place. Donc, ici, en fait, j'ai élaboré beaucoup d'éléments, en termes de présentation sur les pouvoirs dont disposent les villes, ou sinon, ce n'est pas uniquement les villes, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment une articulation des coopératives, entre des institutions de proximité, les pouvoirs publics locaux, des groupes citoyens, des coopératives, des syndicats, des lieux de travail qui pourraient s'articuler pour dynamiser la ville de façon dynamique pour assurer la transition sociale et écologique. Je vais finir avec un dernier point ici que je voulais amener dans ma présentation pour qu'on puisse passer à la période de questions. C'est la vague écologiste au municipal, qui est une initiative qui est en train de naître au Québec, qui s'inspire un peu de ces idées municipalistes actuellement et qui est en train d'appuyer un grand réseau de soutien parmi une centaine de candidatures à travers le Québec dans différentes municipalités pour dire si vous avez un programme avec des idées qui vont dans le sens de la justice sociale, du progrès, du bien commun, de la transition sociale et écologique, vous pouvez unir vos forces puis essayer de faire une différence dans vos différents milieux de vie. Et je dirais que pour le mouvement syndical, le mouvement citoyen, populaire, étudiant, mouvement des femmes, il faut s'intéresser à la question municipale parce que c'est à cette échelle-là, entre autres, qu'on peut expérimenter directement. On peut se lancer pour la première fois dans cette arène politique qui n'est pas toujours rose non plus. C'est parfois extrêmement difficile de faire bouger les choses. Et si on est élu seul dans une municipalité et que tous les autres élus sont à contre-courant face à vos idées, ça va être beaucoup plus difficile que si vous êtes une grosse équipe ou si vous avez différentes alliances avec d'autres gens dans d'autres conseils municipaux à travers le Québec aussi. Donc, vous pouvez voir ce set-là, ce n'est pas un parti politique, c'est plutôt un genre de réseau, groupe d'entraide, de soutien pan-québécois pour assurer une certaine transition sociale et écologique au niveau des villes lors des prochaines élections, en fait, qui sont actuelles. Et donc, c'est ça. Donc, j'aimerais juste vous inviter à vous dire, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler lors des prochaines élections municipales. Il y a beaucoup de candidatures qui offrent des programmes intéressants, parfois beaucoup moins. Et là, en fait, c'est important de dire, il faut agir aux prochaines élections municipales, il faut aller voter, mais au-delà de ça, la démocratie municipale, comme je l'ai montré, ça ne s'arrête pas avec le vote qu'on met dans l'urne. C'est vraiment quelque chose qu'on peut incarner dans une vie quotidienne, dans nos lieux de travail, dans nos milieux de vie. Puis il faut vraiment construire la démocratie activement pour assurer cette transition sociale et écologique qu'on veut voir apparaître de nos vœux. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vais arrêter ma présentation ici. Puis si vous voulez avoir accès aux diapositives,
je vais les rendre accessibles suite à cette présentation. Donc, merci beaucoup. Ça fait un petit bout de temps que je parle et je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jonathan. Écoute, on sait que le municipal, c'est important, mais à ce point-là, avec des initiatives qui peuvent être transformatrices, il y avait vraiment beaucoup de choses dans ce que tu nous as présenté, puis je suis certaine que ça a suscité beaucoup de questions chez moi, mais chez toutes les personnes qui vont regarder la présentation. Alors, on serait peut-être rendu à l'étape où est-ce qu'on pourrait mettre fin à l'enregistrement. Bien sûr, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et on pourrait se garder la période de questions entre nous pour avoir un échange. Donc, je vais arrêter l'enregistrement tout de suite. Voilà.